À la table familiale, dimanche dernier, mon fils et ma belle-fille ont parlé de moi comme si je n'étais pas là. Ils ont discuté de mes médicaments, de mon incapacité à porter des charges lourdes et même de la nécessité d'embaucher une aide ménagère pour moi. Tout ça pendant que j'étais assis à 50 centimètres d'eux, ma cuillère à la main. Et puis, Sophie a ri en disant que je ne me souvenais plus de rien, que j'avais oublié la marque de notre moissonneuse-batteuse. C'est là que j'ai posé une question simple qui a figé tout le monde. Est-ce que l'un de vous se souvient de la première fois où j'ai eu honte de moi, il y a 50 ans? Le silence qui a suivi était assourdissant. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivé là. Je m'appelle Michel Fournier. J'ai 81 ans. Je vis dans une petite annexe attenante à la ferme de mon fils Philippe, ici dans le Cantal, près de Mauriac. C'est un hameau qui s'appelle Le Vert. 3 maisons, une route départementale qui serpente entre les prairies et des vaches salaires qui regardent passer le temps comme moi. Philippe a repris la ferme il y a 25 ans, quand j'ai eu 56 ans et que mes genoux ont commencé à me trahir. Il a agrandi l'exploitation, modernisé les bâtiments, acheté du matériel neuf. C'est un bon agriculteur. Meilleur que moi peut-être. Plus pragmatique en tout cas. Moi, je vis dans ce qu'on appelait autrefois la maison du grand-père. C'est une pièce de 30 mètres carrés avec une kitchenette, un lit, un fauteuil et une fenêtre qui donne sur le champ nord. J'ai mes affaires, mes photos, mon poste de radio. Je me débrouille bien, vous savez. Je fais mon café le matin. Je lis le journal que Philippe achète le samedi. Je regarde les informations à midi. Je ne suis pas grabataire, loin de là. Je marche encore tous les jours jusqu'au portail, aller-retour. Ça fait 600 mètres. Pas beaucoup, mais c'est mieux que rien. Le problème, c'est que depuis 3 ou 4 ans, je ne suis plus vraiment quelqu'un pour eux. Je suis devenu une présence, une ombre familière. On me salue le matin, on me sert à table, on me demande si j'ai bien dormi, mais on ne me demande jamais ce que je pense. Comme si mon avis n'avait plus de poids. Comme si, à 81 ans, mes pensées étaient devenues obsolètes, périmées comme un vieux manuel scolaire. Ça a commencé doucement. Des petites choses. Philippe qui ne me consultait plus pour les décisions de la ferme. Avant, il venait me voir pour me demander mon avis sur le moment des semailles, sur le prix de vente des bêtes, sur le choix d'un nouveau tracteur. Pas parce qu'il avait besoin de moi, mais par respect, je pense, pour m'inclure. Et puis, un jour, il a arrêté. Il a acheté une nouvelle faucheuse sans m'en parler. Il a changé de vétérinaire sans me prévenir. Il a négocié un prêt à la banque et je l'ai su par hasard, en entendant Sophie en parler au téléphone. Je ne lui en ai pas voulu. Pas vraiment. C'est sa ferme, après tout. Je la lui ai transmise en bonne et due forme. Les papiers sont signés depuis longtemps. Mais quand même, ça fait quelque chose. On se sent un peu inutile. Sophie, ma belle-fille, est une femme efficace. 50 ans, comptable dans une coopérative agricole à Saint-Flour. Elle gère les finances de la ferme avec une précision chirurgicale. Elle est gentille avec moi, je ne peux pas dire le contraire. Elle me prépare des plats que je digère bien, elle vérifie que j'ai pris mes médicaments, elle me conduit chez le médecin quand Philippe n'est pas disponible. Mais elle aussi, elle parle de moi comme si j'étais un dossier à gérer. Il faut qu'il voie le cardiologue, il faut renouveler sa mutuelle, il faut qu'il arrête de monter sur l'escabeau. Toujours, il faut. Jamais. Michel, qu'est-ce que tu en penses? Mon petit-fils Hugo, lui, c'est différent. Il a 19 ans. Il fait ses études à Clermont-Ferrand, en école d'ingénieur. Il ne vient qu'aux vacances et quelques week-ends. Quand il est là, il me salue gentiment, il me demande comment je vais, mais on ne parle pas vraiment. Il est toujours sur son téléphone, ou alors il dort jusqu'à midi parce qu'il est fatigué de ses cours. Je le comprends. Les jeunes ont leur vie. Mais des fois, j'aimerais bien qu'il me pose une question sur ma vie à moi. Sur ce que c'était, la ferme, quand j'avais son âge. Mais non. Pour lui aussi, je suis un meuble. Je prends mes repas avec eux. Le midi en semaine,
Je mange seul dans mon annexe. Je me fais réchauffer ce que Sophie me laisse dans des boîtes en plastique. Mais le soir, et surtout le dimanche midi, on mange ensemble. C'est une règle tacite. Philippe a installé la table dans la grande cuisine, celle avec les poutres apparentes et le vieux fourneau en fonte qu'on n'utilise plus. On s'assoit toujours aux mêmes places. Philippe au bout de la table, Sophie à sa droite, moi à sa gauche et Hugo en face quand il est là. C'est à ces repas que j'ai commencé à vraiment comprendre. À comprendre que j'étais devenu invisible. Ça a commencé il y a environ 2 ans. Un dimanche, Sophie parlait d'un projet de rénovation de la salle de bain. Elle disait qu'il fallait changer la baignoire pour une douche italienne, que c'était plus pratique pour lui. Elle me regardait pas. Elle parlait à Philippe. « Tu crois qu'il pourra s'y habituer ?» Philippe a répondu « Il n'a pas le choix de toute façon. La baignoire, c'est dangereux maintenant. » Moi, j'étais là. J'avais pas encore fini mon poulet. Mais il parlait de moi comme si j'étais sourd, ou absent, ou les deux. J'ai pas dit un mot. J'ai continué à manger. À quoi bon? Ils avaient raison d'une certaine manière. La baignoire était haute, j'avais du mal à enjamber le rebord. Mais quand même, j'aurais aimé qu'on me demande mon avis. J'aurais aimé qu'on me dise « Michel, qu'est-ce que tu préfères ?» Mais non. On a installé la douche 3 semaines plus tard. Elle est très bien, remarquez. Mais c'est pas la question. Après ça, les exemples se sont multipliés. Un jour, j'ai entendu Sophie dire au téléphone avec sa sœur « Oui, il va bien, mais tu sais, il oublie des trucs. » L'autre jour, il a demandé où était le tracteur rouge. On l'a vendu il y a 5 ans. Elle riait. Pas méchamment, mais elle riait. Moi, je me souvenais très bien qu'on avait vendu le tracteur rouge. Je demandais juste où Philippe avait garé le nouveau parce que je voulais aller vérifier un truc dans la remise et je voulais pas qu'il me bloque le passage. Mais bon, pour elle, c'était la preuve que je perdais la tête. Philippe, lui, il a commencé à me traiter comme un enfant. Des petites choses. Il me demande si j'ai fermé la porte de mon annexe, si j'ai éteint la lumière, si j'ai bien mis ma ceinture quand on prend la voiture. Il vérifie derrière moi. Il me parle lentement, en articulant bien comme si j'étais dur d'oreille. Je l'entends très bien pourtant, mieux que lui-même. J'entends les pies dans le champ le matin, j'entends le tracteur du voisin à 2 kilomètres. Mais lui, il pense que je suis diminué. Alors il parle fort et lentement, et ça me fait me sentir vieux. Plus vieux que je ne suis. Il y a 6 mois, on a eu une réunion avec le notaire pour quelques papiers administratifs. Une histoire de succession, de donation, des trucs que je comprends pas trop mais que Philippe voulait régler. On était tous les 3 dans le bureau du notaire à Mauriac, maître Delorme. Un homme d'une 50aine d'années, costume gris, lunettes fines. Il parlait à Philippe et Sophie. Il leur expliquait les démarches, les formulaires à remplir, les délais. Moi, j'étais là aussi, assis sur la chaise en cuir. Mais il ne m'adressait pas la parole. Il disait « Votre père devra signer ici. Il faudra que Monsieur Fournier soit présent. » Mais il ne me regardait jamais. À un moment, il a demandé à Philippe « Il comprend bien ce qu'ont fait votre père ?» Philippe a répondu « Oui, oui, il comprend. Pas de souci. » Moi, j'étais à 2 mètres. J'aurais pu répondre moi-même. Mais personne ne m'a posé la question directement. Je suis sorti de ce bureau avec une boule dans la gorge. Je me suis dit que j'étais devenu un objet juridique. Une signature. Un nom sur un formulaire. Pas un homme. Le dimanche, c'est le jour où on se retrouve tous. Philippe ne travaille pas, sauf urgence. Sophie prépare un repas un peu plus élaboré que d'habitude. On mange vers 12h30. C'est censé être un moment familial, chaleureux. Mais pour moi, c'est devenu une épreuve. Parce que c'est là qu'il parle le plus. Et qu'il parle de moi. Il y a 3 dimanches, on était en train de manger un gigot d'agneau avec des haricots verts du jardin. Hugo n'était pas là, il avait un projet de groupe à finir à Clermont. On n'était que tous les 3. Philippe a commencé à parler de la récolte de foin, de la météo, des prix du lait, des sujets habituels. Et puis, Sophie a glissé, comme ça, entre 2 bouchées. Au fait, j'ai appelé l'assistante sociale de la MSA pour voir ce qu'on peut obtenir comme aide pour lui. Philippe a hoché la tête. Bonne idée.
Qu'est-ce qu'elle a dit? Sophie a répondu. Elle dit qu'il a droit à une aide ménagère 2 fois par semaine. Et peut-être une auxiliaire de vie si on justifie qu'il a besoin d'assistance pour les gestes du quotidien. Moi, j'étais là, ma fourchette en l'air. Il parlait de moi comme si je n'existais pas, comme si j'étais dans une autre pièce. Je me suis raclé la gorge. Je me débrouille très bien tout seul, vous savez. Sophie m'a regardé avec un sourire indulgent. Oui, papa Michel, on sait, mais c'est pour t'aider. Tu te fatigues moins si quelqu'un vient faire le ménage et les courses. Philippe a ajouté. C'est pas une question de capacité, papa. C'est juste pour te faciliter la vie. J'ai pas insisté. À quoi bon? Ils avaient déjà décidé. 2 semaines plus tard, une dame est venue. Madame Carvalho, une Portugaise d'une 60aine d'années, très gentille. Elle a nettoyé mon annexe, fait ma lessive, changé mes draps. Elle travaillait vite, efficacement. Elle me parlait gentiment. Mais elle aussi, elle avait ce ton. Ce ton qu'on prend avec les vieux. Un peu trop enjoué, un peu trop simple. Alors, monsieur Fournier, vous avez bien dormi? Ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Je la remerciais, bien sûr, mais au fond de moi, je me sentais humilié. J'ai passé 60 ans à travailler cette ferme. J'ai labouré, semé, récolté, j'ai réparé des machines, construit des clôtures, soigné des bêtes. Et maintenant, on me traitait comme si j'étais incapable de passer un coup de balai. Le dimanche d'après, le fameux dimanche, Hugo était revenu pour le week-end. Il avait l'air fatigué, avec des cernes sous les yeux. Il a dormi jusqu'à 11h30, puis il est descendu en jogging, les cheveux ébouriffés. Sophie avait préparé un rôti de porc avec des pommes de terre sarladaises. On s'est mis à table. Hugo était sur son téléphone, comme toujours. Il tapotait l'écran, souriait parfois. Philippe lui a demandé de ranger son téléphone. Hugo a obéi, mais à contre-cœur. On a commencé à manger, le repas était bon. Sophie sait cuisiner, c'est incontestable. Philippe parlait de la nouvelle réglementation européenne sur les antibiotiques dans l'élevage. Sophie l'écoutait, posait des questions. Hugo mangeait en silence, l'air ailleurs. Moi aussi, je mangeais en silence. J'avais pris l'habitude. Moins je parlais, moins je risquais de dire quelque chose qu'on qualifierait de confus ou dépassé. Et puis, Sophie a dit quelque chose. Quelque chose qui a tout déclenché. Elle a dit, en se tournant vers Philippe, « Il faut qu'on parle de la situation de ton père. » Philippe a levé les yeux de son assiette. « Quelle situation ?» Sophie a baissé la voix, mais pas assez. « Tu sais bien, il devient de plus en plus fragile. L'autre jour, il est sorti sans veste, alors qu'il faisait 5 degrés. Et puis, il oublie des choses. Avant-hier, il m'a demandé la marque de la moissonneuse-batteuse. On l'a depuis 15 ans, cette machine. » Philippe a hoché la tête, l'air soucieux. « Oui, j'ai remarqué aussi. Il m'a demandé 3 fois la même chose la semaine dernière. » Sophie a continué. « Je pense qu'il faudrait qu'on aille voir le médecin avec lui, pour faire un bilan, voir s'il n'y a pas quelque chose qui commence. Tu sais, Alzheimer ou un truc du genre. » Philippe a froncé les sourcils. « Tu crois ?» Sophie a haussé les épaules. « Je sais pas, mais vaut mieux vérifier. Et puis, de toute façon, il ne peut plus porter de charges lourdes. Il faut qu'il comprenne ça. L'autre jour, je l'ai vu essayer de soulever un sac de 25 kilos de granulés. J'ai dû intervenir. » Hugo écoutait maintenant. Il avait levé les yeux de son assiette. Il me regardait, moi, du coin de l'œil. Moi, je continuais à manger. Lentement. Méthodiquement. J'avais l'impression d'être un spécimen sous microscope. Un cas à étudier. Philippe a dit « On devrait peut-être envisager de lui prendre un médaillon d'alerte, tu sais, pour s'il tombe ou s'il a un malaise. » Sophie a approuvé. « Bonne idée. Et il faudrait qu'on s'occupe de ses papiers aussi. Ses impôts, sa mutuelle, tout ça. C'est trop compliqué pour lui maintenant. » Philippe a acquiescé. « Ouais, t'as raison, je vais regarder ça. » Ils avaient tout organisé. Ma vie, mon avenir, mes capacités, mes incapacités. Tout ça pendant que je mangeais mon rôti de porc à 50 cm d'eux. Je n'étais pas invité à la discussion. J'étais le sujet, pas le participant. Et puis, Sophie a lâché la phrase.
La phrase qui a tout fait basculer. Elle a ri, un petit rire nerveux, gêné. Elle a dit « De toute façon, il ne se souvient plus trop de rien. Il y a 2 jours, il m'a demandé la marque de la moissonneuse-batteuse. On l'a depuis 15 ans. » Elle a répété, comme si c'était drôle, comme si c'était la preuve ultime de ma décrépitude. J'ai posé ma fourchette, doucement. J'ai regardé mon assiette. Le rôti de porc était encore chaud, les pommes de terre dorées. Tout était parfait, sauf que moi, je n'étais plus là. Pas vraiment. J'étais devenu une anecdote, une blague gentille, un symptôme. J'ai senti quelque chose monter en moi. Pas de la colère, non, quelque chose de plus profond, de la tristesse peut-être, ou de la lassitude, ou les deux. J'ai pensé à tous ces moments où j'avais gardé le silence, toutes ces fois où j'avais laissé passer, toutes ces conversations où on avait parlé de moi sans moi. Et je me suis dit que ça suffisait, que j'avais le droit de parler, que j'avais le droit d'exister. Alors, j'ai levé la tête. J'ai regardé Sophie, puis Philippe, puis Hugo. Et j'ai posé ma question, calmement, lentement, distinctement. Est-ce que l'un de vous se souvient de la première fois où j'ai eu honte de moi, il y a 50 ans? Le silence s'est abattu sur la table comme une chape de plomb. Sophie a arrêté de mâcher. Philippe a figé, sa fourchette à mi-chemin entre son assiette et sa bouche. Hugo a écarquillé les yeux. Ils me regardaient tous les trois, comme si j'avais dit quelque chose d'incompréhensible ou de dangereux. Philippe a été le premier à réagir. Il a posé sa fourchette. « Quoi? Qu'est-ce que tu dis, papa ?» Sa voix était prudente, comme s'il s'adressait à un malade. J'ai répété plus fort cette fois. « Je vous demande si l'un de vous se souvient de la première fois où j'ai eu honte de moi, il y a 50 ans, en 1975. » Sophie a jeté un coup d'œil à Philippe. Elle avait l'air inquiète. « Papa Michel, ça va ?» J'ai souri, un sourire triste. « Oui, ça va très bien. Je me souviens de tout, vous savez. Très bien même. Et puisque vous semblez penser que je ne me souviens de rien, laissez-moi vous raconter quelque chose. » Hugo s'est redressé sur sa chaise. Il avait l'air intéressé, pour la première fois depuis longtemps. Philippe et Sophie échangeaient des regards inquiets, mais ils ne disaient rien. Ils attendaient. Alors j'ai commencé. C'était en 1975. J'avais 31 ans. Philippe, tu avais 6 ans à l'époque. On vivait encore dans l'ancienne ferme, celle qui est démolie maintenant. Votre grand-père, le père de Philippe, mon père à moi, Lucien Fournier, il était encore en vie. Il avait 65 ans. Il était malade. Un cancer du poumon. Il fumait 2 paquets de gauloises par jour depuis l'âge de 14 ans. Le médecin lui avait dit qu'il lui restait 6 mois, peut-être 1 an. J'ai marqué une pause. Je voyais bien qu'il ne comprenait pas où je voulais en venir. Philippe fronçait les sourcils. Sophie avait croisé les bras. Hugo, lui, écoutait vraiment. J'ai continué. À cette époque-là, la ferme allait mal, très mal. On avait eu 2 années de mauvaises récoltes, des sécheresses, des problèmes de prix. Vous connaissez la chanson. Votre grand-père avait emprunté de l'argent à la banque pour acheter une nouvelle machine, une faucheuse, je crois. Mais il n'avait pas pu rembourser. La banque voulait saisir la ferme. Tout. La maison, les terres, les bêtes. Tout. Philippe a hoché la tête lentement. Je me souviens vaguement de cette période. On était serrés. J'ai acquiescé. Serré, oui. C'est un mot gentil. On était ruinés, Philippe. Ruinés. Votre grand-père était malade, désespéré. Il parlait de se pendre dans la grange. Je le prenais au sérieux. Il en était capable. Sophie a ouvert la bouche puis l'a refermée. Hugo s'était penché en avant, les coudes sur la table. J'ai pris une gorgée d'eau. Ma gorge était sèche. Les souvenirs remontaient, vifs, comme si c'était hier. Votre grand-mère, Marguerite, ma mère, elle était déjà morte à ce moment-là. Cancer aussi, 3 ans plus tôt. Votre mère, Elisabeth, la mère de Philippe, elle travaillait à l'époque comme secrétaire à la mairie de Mauriac. Elle ramenait un petit salaire, mais c'était pas suffisant. On vivait au jour le jour. Philippe, tu te souviens de tes Noëls d'enfant?
Les cadeaux étaient toujours petits, modestes. C'était pas par choix. Philippe a baissé les yeux. Oui, je me souviens, mais j'étais content quand même. J'ai souri. Tu étais un bon garçon. Tu te plaignais jamais. J'ai repris. La dette à la banque, c'était 50 000 francs. Aujourd'hui, ça ferait dans les 15 000 euros, je dirais. Une somme énorme pour nous. Je savais pas comment faire. J'avais retourné le problème dans tous les sens. Emprunté à des amis, on n'en avait pas qui avait de l'argent. Demander un délai à la banque, ils voulaient plus rien entendre. Vendre des bêtes, on les avait déjà vendues. Vendre des terres, ça prendrait trop de temps et on aurait perdu la ferme avant. Le silence autour de la table était total. On entendait le tic-tac de l'horloge murale, le léger bourdonnement du réfrigérateur. J'ai continué. Et puis, un soir, j'ai pensé à une solution. Une seule, une solution qui me rendait malade rien que d'y penser, mais c'était la seule. J'ai regardé Philippe. Tu te souviens du médaillon de ta mère ? Philippe a cligné des yeux. Le médaillon en or, avec les initiales gravées ? J'ai hoché la tête. Celui-là même. Je le lui avais offert pour son 25e anniversaire, 5 ans avant cette histoire. C'était en 1970. Je l'avais acheté chez un bijoutier à Aurillac. Ça m'avait coûté une fortune à l'époque, mais je voulais lui offrir quelque chose de beau. Elle le portait tous les jours. Elle adorait ce médaillon. Elle disait que c'était son trésor. Sophie s'est mordu la lèvre. Hugo avait les yeux écarquillés. Philippe avait compris, je crois. Mais je devais finir l'histoire. Ce médaillon, il valait cher, très cher. C'était de l'or massif, 18 carats, avec un petit diamant incrusté, un bijou de qualité. Je savais que si je le vendais, je pourrais obtenir assez d'argent pour rembourser une partie de la dette. Pas tout, mais assez pour négocier avec la banque, obtenir un délai, sauver la ferme. J'ai pris une autre gorgée d'eau. Ma main tremblait un peu. Le problème, c'était que je pouvais pas demander à Elisabeth de me le donner. Elle m'aurait dit non. Pas parce qu'elle voulait pas aider, mais parce qu'elle aurait refusé de se séparer de ce cadeau. C'était trop important pour elle. Et je voulais pas qu'elle porte ce fardeau. Je voulais pas qu'elle sache qu'on en était là. Qu'elle sache que je m'apprêtais à vendre le symbole de notre amour pour sauver la ferme de mon père. Philippe a murmuré « Papa ». J'ai levé la main. « Laisse-moi finir. » Un jour, Elisabeth était à la mairie. Philippe, tu étais à l'école. Mon père était couché dans sa chambre, à moitié inconscient à cause de la morphine. J'étais seul à la maison. J'ai fouillé dans la boîte à bijoux d'Elisabeth. Elle la gardait sur sa coiffeuse, dans notre chambre. J'ai trouvé le médaillon. Je l'ai pris, je l'ai mis dans ma poche. Et je suis parti. Ma voix s'était faite plus dure. Je suis allé à Aurillac. J'ai trouvé un autre bijoutier, pas celui où je l'avais acheté, parce que je voulais pas qu'on me reconnaisse. J'ai vendu le médaillon. Le bijoutier m'a donné 42 000 francs. C'était moins que ce que j'avais payé, mais c'était déjà bien. Avec cet argent, j'ai pu négocier avec la banque. Ils ont accepté un échéancier. On a sauvé la ferme. Hugo a chuchoté « Et grand-mère ?» J'ai souri tristement. Grand-mère a cherché son médaillon pendant 3 jours. Elle a retourné toute la maison. Elle pleurait. Elle pensait l'avoir perdu. Moi, je l'ai aidée à chercher. Je fouillais sous les meubles, dans les tiroirs, partout. Je faisais semblant. Je lui disais qu'on allait le retrouver. Sophie avait une main sur sa bouche. Philippe était pâle. Et elle l'a jamais retrouvé, bien sûr. Au bout d'une semaine, elle a abandonné. Elle était effondrée. Elle pensait qu'elle l'avait perdu en allant à la mairie ou au marché ou je sais pas où. Elle s'en voulait terriblement. Moi, je la consolais. Je lui disais que c'était pas grave, que c'était qu'un objet. Mais elle savait bien que c'était pas qu'un objet, c'était un symbole. Et moi, je l'avais vendu, en secret, comme un voleur. J'ai regardé mes mains. Elles étaient vieilles, ridées, tachées. Pendant 50 ans, j'ai porté ce secret. Personne ne le savait. Même pas votre grand-père. Même pas Elisabeth. Elle est morte il y a 10 ans sans jamais savoir ce qui était arrivé à son médaillon. Et moi, chaque fois qu'elle en parlait,
Chaque fois qu'elle disait qu'elle regrettait de l'avoir perdu, je me sentais minable, honteux, coupable. Le silence était pesant. Philippe avait les larmes aux yeux. Sophie ne savait pas où regarder. Hugo fixait la table, l'air bouleversé. Pourquoi je vous raconte ça aujourd'hui? J'ai posé la question moi-même. Parce que tout à l'heure, Sophie, tu as dit que je ne me souvenais de rien, que j'avais oublié la marque de la moissonneuse-batteuse. Tu as ri, comme si c'était mignon, ou drôle, ou je sais pas quoi. Mais moi, je me souviens de tout. Je me souviens du visage d'Elisabeth quand elle cherchait son médaillon. Je me souviens du nom du bijoutier à Aurillac, Monsieur Pradel. Je me souviens du montant exact que j'ai reçu, 42 300 francs, pour être précis. Je me souviens du goût amer que j'avais dans la bouche en sortant de sa boutique. Je me souviens de tout. J'ai repris mon souffle. Et si je vous ai demandé la marque de la moissonneuse-batteuse, Sophie, c'est pas parce que je l'avais oubliée. C'est parce que je voulais savoir laquelle Philippe avait achetée récemment. Celle qu'il a achetée l'année dernière, la New Holland, pas celle qu'on avait il y a 15 ans. Mais tu as pensé que je confondais, que je perdais la tête. Sophie a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Elle avait les yeux brillants. Philippe s'est passé une main sur le visage. Hugo me regardait avec une expression que je n'avais jamais vue. Du respect, peut-être, ou de la compréhension. Je vous en veux pas, vous savez. J'ai dit ça doucement. Je comprends. Je suis vieux. Je suis lent. Je suis plus aussi utile qu'avant. C'est normal que vous pensiez que je suis diminué. Mais je voulais que vous sachiez une chose. Pendant toute ma vie, j'ai fait des sacrifices pour cette famille. J'ai travaillé jusqu'à l'épuisement. J'ai vendu le cadeau d'anniversaire de ma femme pour sauver la ferme de mon père, pour que Philippe puisse hériter d'une terre et pas d'une ruine. J'ai gardé ce secret pendant 50 ans pour que personne ne porte ce poids. J'ai fait tout ça en silence. J'ai marqué une pause. Et si je suis si inutile maintenant, si je suis si transparent, c'est peut-être parce que j'ai toujours veillé à ce que vous ne manquiez de rien, même de ma voix, même de ma présence. J'ai toujours été là, dans l'ombre, à faire ce qu'il fallait, sans me plaindre, sans demander de reconnaissance. Philippe s'est levé brusquement. Il a contourné la table. Il s'est accroupi à côté de ma chaise. Il m'a pris la main. Sa voix était cassée. « Papa, je savais pas. Je suis désolé. » Sophie pleurait franchement maintenant. Hugo avait les yeux rouges. J'ai serré la main de Philippe. « Je voulais pas te faire de la peine, mon garçon. Je voulais juste que tu saches, que vous sachiez tous, que je me souviens, que je suis encore là, que j'ai encore une voix. » Philippe a hoché la tête, incapable de parler. Sophie s'est levée, elle est venue vers moi, elle m'a embrassé sur le front. « Pardon, papa Michel, pardon. » Hugo restait assis, mais il me regardait différemment, comme s'il me voyait pour la première fois. On est resté comme ça un moment. Le rôti de porc refroidissait dans nos assiettes, mais personne n'avait plus faim. Après ce repas, les choses ont changé. Pas du jour au lendemain, mais progressivement. Philippe a recommencé à me demander mon avis sur la ferme. Sophie m'a parlé différemment, avec plus de considération. Hugo, lui, est venu me voir dans mon annexe le soir même. Il a toqué à ma porte vers 19 h. J'étais en train d'écouter la radio, les informations. « Grand-père, je peux entrer ?» J'ai dit oui, bien sûr. Il est entré, l'air un peu gêné. Il s'est assis sur le bord de mon lit. « Je voulais te dire... » Il cherchait ses mots. « Je voulais te dire que j'ai été con. Je t'ai jamais vraiment écouté. Je pensais que... Enfin, tu vois, que t'étais juste mon grand-père, quoi. Quelqu'un de vieux, de... » Je l'ai interrompu. « De dépassé ?» Il a ri nerveusement. « Ouais, un peu. Mais aujourd'hui, j'ai compris. T'as vécu des trucs incroyables. T'as fait des sacrifices que je peux même pas imaginer. Et moi, je t'ai jamais posé de questions. Je suis vraiment désolé. » J'ai souri. « C'est pas grave, Hugo. Tu es jeune. Tu as ta vie. C'est normal. » Il a secoué la tête. « Non, c'est pas normal. Tu es ma famille.
Et je veux te connaître. Vraiment. Est-ce que tu peux me raconter? Le médaillon, la ferme, tout. J'ai été touché. Vraiment touché. Bien sûr, mon garçon, je vais tout te raconter, mais pas ce soir. Ce soir, j'ai besoin de repos. On reprendra demain, si tu veux. Il a acquiescé. D'accord. Demain, je te laisse. Bonne nuit, grand-père. Bonne nuit, Hugo. Il est parti. Je suis resté seul dans mon annexe. J'ai éteint la radio. Je me suis assis dans mon fauteuil, face à la fenêtre. Dehors, la nuit était tombée. On voyait les lumières de la ferme, celles de la maison principale. Les étoiles commençaient à apparaître. Je pensais à cette journée, à ce repas, à cette question que j'avais posée. Est-ce que l'un de vous se souvient de la première fois où j'ai eu honte de moi? Il se souvenait pas. Comment aurait-il pu? Il savait pas. Personne savait. Mais maintenant, il savait. Et quelque chose avait changé. Je repensais à Elisabeth, à son médaillon. Je me demandais si j'avais eu raison de le vendre, si j'avais eu raison de garder le secret. Peut-être que non. Peut-être qu'elle aurait compris. Peut-être qu'elle m'aurait pardonné. Mais c'était trop tard maintenant. Elle était partie. Et moi, j'étais encore là, avec ce poids sur la conscience. Mais au moins, maintenant, je l'avais partagé. Je l'avais dit à voix haute. Et ça, c'était quelque chose. C'était un début. Le lendemain, Philippe est venu me voir. Il s'est assis à côté de moi dans mon annexe. On a parlé, vraiment parlé, pour la première fois depuis longtemps. Il m'a raconté ses soucis avec la ferme, les difficultés financières actuelles, les nouvelles réglementations. Je l'ai écouté, et puis je lui ai donné mon avis. Pas comme un vieux qui radote, mais comme quelqu'un qui a de l'expérience. Quelqu'un qui a survécu à des crises, qui a pris des décisions difficiles. Il m'a écouté aussi, vraiment écouté. Sophie est venue s'excuser encore. Elle m'a dit qu'elle avait été maladroite, qu'elle voulait bien faire mais qu'elle n'avait pas réalisé comment je me sentais. Je lui ai dit que c'était pardonné, que je comprenais, qu'elle était sous pression, entre son travail, la ferme, moi, tout ça. Elle a pleuré un peu. On s'est serré dans les bras. C'était la première fois qu'on faisait ça depuis longtemps. Hugo, lui, est revenu le lendemain après-midi. Il avait un carnet et un stylo. Grand-père, tu m'avais promis. Raconte-moi tout. Depuis le début. Alors je lui ai raconté, je lui ai parlé de mon enfance, de la ferme dans les années 50, des hivers rigoureux, des étés de labeur. Je lui ai parlé de la guerre, que j'avais pas connue directement, mais que mon père m'avait raconté. Je lui ai parlé de ma rencontre avec Elisabeth en 1963 à une fête de village. Je lui ai parlé de notre mariage, de la naissance de Philippe, des années difficiles, des années heureuses. Il notait. Il posait des questions. Et comment c'était la ferme à l'époque? Comment tu as rencontré grand-mère exactement? C'était quoi le plus dur? Je répondais avec plaisir. Ça faisait du bien de parler, de revivre ces moments, de les transmettre. On a passé l'après-midi entier à discuter. À un moment, Sophie nous a apporté du café et des gâteaux. Elle s'est assise aussi. Elle écoutait. Philippe est arrivé plus tard, après avoir fini son travail. Il s'est joint à nous. Et là, dans ma petite annexe, on était une famille. Une vraie famille. Qui partageait, qui écoutait, qui se respectait. Mais je savais que ce n'était qu'un début. Que les vieilles habitudes reviendraient peut-être. Que la vie reprendrait son cours. Que je redeviendrais peut-être, un jour, cet homme invisible à table. Mais pour l'instant, j'étais là. J'étais présent. J'avais une voix. Et cette voix, je l'avais utilisée pour dire la vérité, pour rappeler à ma famille qui j'étais, pour leur montrer que derrière le vieil homme fatigué, il y avait une histoire, une vie, des sacrifices, de l'amour. Le soir, quand Hugo est reparti pour Clermont-Ferrand, il m'a serré fort dans ses bras. Merci, grand-père, merci pour tout. Je lui ai tapoté le dos. De rien, mon garçon, reviens quand tu veux. J'ai encore plein d'histoires à te raconter. Il a souri. Je reviendrai. Promis.
Philippe et Sophie m'ont accompagné jusqu'à mon annexe. Philippe m'a regardé dans les yeux. « Papa, je veux que tu saches quelque chose. Tu n'es pas un fardeau. Tu n'es pas inutile. Tu es mon père. Et tu as fait tellement pour moi, pour nous. Je vais essayer d'être meilleur, de mieux t'écouter, de mieux te respecter. » J'ai hoché la tête. « Merci, Philippe. Ça me touche. » Sophie a ajouté « Moi aussi, papa Michel. On va faire attention, je te le promets. » Ils sont partis. Je suis resté seul dans mon annexe. J'ai allumé la radio. Les informations parlaient de la météo, de la politique, de l'économie, des choses qui me dépassaient un peu. Mais je m'en fichais. J'avais fait ce que j'avais à faire. J'avais parlé. J'avais existé. Et quelque part, dans un coin de mon cœur, je sentais qu'Elisabeth aurait été fière de moi, qu'elle aurait compris, qu'elle aurait pardonné, pas pour le médaillon, mais pour avoir enfin dit la vérité, pour avoir enfin repris ma place. Cette nuit-là, j'ai dormi mieux que je n'avais dormi depuis des années, parce que j'avais l'impression, pour la première fois depuis longtemps, que j'étais redevenu Michel Fournier. Pas juste un vieil homme dont on gérait l'existence, mais un homme avec une histoire. Un homme qui comptait, un homme qui méritait d'être écouté. Et c'est avec cette pensée que je me suis endormi, paisiblement, sereinement, comme si un poids, porté pendant 50 ans, venait enfin de se soulever. Mais l'histoire n'était pas finie, pas encore. Encore maintenant, je me souviens du silence qui a suivi ma confession. Un silence tellement épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Philippe tenait ma main, Sophie pleurait doucement, et Hugo me regardait comme s'il me découvrait pour la première fois. Mais ce que je ne vous ai pas encore raconté, c'est ce qui s'est passé dans les jours qui ont suivi, parce que ma révélation sur le médaillon d'Elisabeth n'était que le début. Il y avait d'autres choses, des choses que j'avais gardées enfouies pendant des décennies. Et certaines d'entre elles allaient remonter à la surface, que je le veuille ou non. Le lundi matin, je me suis réveillé avec une sensation étrange. Un mélange de soulagement et d'appréhension. J'avais dit la vérité, j'avais parlé, j'avais existé. Mais maintenant, qu'est-ce qui allait se passer? Est-ce que les choses allaient vraiment changer? Ou est-ce que tout redeviendrait comme avant après quelques jours? Je me suis levé vers 7 heures, comme d'habitude. J'ai fait mon café dans ma petite cuisine. Du café filtre, bien corsé, comme je l'aime. J'ai ouvert la fenêtre. L'air était frais, piquant. On était début mars, le printemps n'était pas encore vraiment là. Les champs étaient encore bruns, humides de rosée. Au loin, j'entendais les vaches de Philippe qui meuglaient dans l'étable. J'ai bu mon café lentement, en regardant le paysage. Je pensais à Elisabeth, à son visage quand elle avait perdu son médaillon, à ses larmes, à sa déception. Je me demandais si j'avais bien fait de raconter cette histoire hier, si ça valait la peine de rouvrir cette blessure. Vers 9 heures, on a toqué à ma porte. C'était Philippe. Il était en tenue de travail, gants bleus, pull en laine, bottes crottées. Il avait l'air fatigué, avec des cernes sous les yeux. « Papa, je peux entrer ?» J'ai ouvert la porte en grand. « Bien sûr, mon garçon. Entre. » Il s'est assis sur la chaise près de la petite table. Il se tortillait les mains. Il cherchait ses mots. « Papa, j'ai pas dormi de la nuit. Je repensais à ce que tu as dit hier. Le médaillon, la dette, tout ça. Et je me suis rendu compte que je savais rien de ta vie. Rien de tes sacrifices. J'ai été un fils ingrat. » Je me suis assis en face de lui. « Tu n'as pas été ingrat, Philippe. Tu as travaillé dur, tu as repris la ferme, tu l'as fait prospérer. C'est tout ce que je pouvais espérer. » Il a secoué la tête. « Non, papa, c'est pas suffisant. J'aurais dû te demander, te parler, te traiter avec plus de respect. Et là, hier, quand tu as raconté cette histoire, j'ai eu honte. Honte de la façon dont on te traite, dont je te traite. » Ses yeux étaient humides. Je voyais bien qu'il était sincère. « Philippe, écoute-moi. Je t'en veux pas. Tu as ta vie, tes soucis. C'est normal. » Il a insisté. « Non, c'est pas normal. Tu es mon père. Tu mérites mieux.
Et à partir d'aujourd'hui, ça va changer. Je te le promets. On a parlé encore un peu. Il m'a demandé des détails sur la dette de son grand-père, sur la ferme de l'époque, sur les difficultés qu'on avait traversées. Je lui ai tout raconté. Il écoutait attentivement. Il posait des questions pertinentes. C'était agréable. Vraiment agréable. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression que mon fils me voyait, me respectait. Avant de partir, il m'a dit quelque chose qui m'a touché. « Papa, je veux que tu saches que cette ferme, c'est grâce à toi. Sans toi, elle existerait plus. Grand-père l'aurait perdue, et moi, j'aurais jamais pu la reprendre. Tout ce que j'ai, je te le dois. » J'ai hoché la tête, la gorge serrée. « Merci, mon garçon, ça me fait du bien de l'entendre. » Il est parti travailler. Moi, je suis resté dans mon annexe. J'ai pensé à cette conversation, à la sincérité de Philippe. Et je me suis dit que peut-être, oui, peut-être que les choses allaient vraiment changer. Mais dans l'après-midi, j'ai compris que tout n'était pas si simple. Vers 15 heures, Sophie est venue me voir. Elle avait l'air préoccupée. Elle s'est assise. Elle a posé son sac. « Papa Michel, il faut qu'on parle. » J'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qui se passe, Sophie ?» Elle a pris une grande inspiration. « C'est à propos d'hier, de ce que tu as raconté, le médaillon. » Mon cœur s'est serré. « Oui ?» Elle a regardé ses mains. « J'en ai parlé avec ma sœur Isabelle ce matin. Je lui ai raconté toute l'histoire. Et elle m'a dit quelque chose qui m'a perturbé. » J'ai froncé les sourcils. « Quoi donc ?» Sophie a levé les yeux vers moi. Elle m'a dit que dans les années 70, son beau-père avait fait exactement la même chose. Il avait vendu l'alliance de sa femme pour rembourser une dette, sans lui dire. Et quand elle l'a découvert, des années plus tard, elle lui a jamais pardonné. Ça a détruit leur mariage. Je comprenais où elle voulait en venir. Et tu te demandes si Elisabeth m'aurait pardonné si elle avait su. Sophie a hoché la tête. Oui, et tu sais quoi? Je pense qu'elle aurait pas pardonné. Je pense qu'elle t'en aurait voulu toute sa vie. Ces mots m'ont fait mal, très mal. Parce qu'au fond, j'avais toujours eu cette peur qu'Elisabeth, si elle avait su, m'aurait détesté, qu'elle aurait vu en moi un traître, un menteur, quelqu'un qui avait vendu son trésor le plus précieux. J'ai baissé les yeux. Peut-être, je sais pas, je le saurai jamais. Sophie s'est penchée vers moi. Papa Michel, je dis pas ça pour te faire du mal. Je dis ça parce que je m'inquiète. Tu as porté ce secret pendant 50 ans. C'est énorme. Et maintenant que tu l'as dit, je veux juste que tu saches que c'était peut-être pas la bonne décision à l'époque. Je l'ai regardée. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a hésité. Je veux dire que peut-être tu aurais dû en parler avec elle, lui expliquer la situation, lui demander son avis, au lieu de prendre cette décision tout seul, parce que là, tu as décidé pour elle. Tu as décidé qu'elle devait pas savoir. Et c'est pas juste. J'ai senti la colère monter en moi. Une colère sourde, profonde. Pas juste. Sophie, tu sais ce que c'était, à l'époque? On allait tout perdre. La ferme, la maison, tout. Mon père parlait de se suicider. J'avais pas le temps de faire des discussions de couple. J'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai sauvé la ferme. Sophie a reculé un peu. Elle avait l'air surprise par ma réaction. Je comprends, papa Michel, je dis juste que peut-être, il y avait d'autres solutions. J'ai secoué la tête. Non, il n'y avait pas d'autre solution. J'ai tout envisagé. Tout. Le médaillon, c'était la seule option. Elle a gardé le silence un moment. Puis, elle a dit doucement, « D'accord, je comprends. Je voulais juste, je sais pas, te faire réfléchir. » Elle s'est levée. « Je vais te laisser. On en reparlera si tu veux. » Elle est partie. Je suis resté seul avec ces mots qui tournaient dans ma tête. Tu as décidé pour elle. C'est pas juste. Il y avait peut-être d'autres solutions. Est-ce qu'elle avait raison? Est-ce que j'avais mal agi? Est-ce que j'aurais dû parler à Elisabeth avant de vendre le médaillon? J'ai passé le reste de l'après-midi à ruminer. Je me sentais mal, coupable. Encore plus qu'avant.
parce que Sophie avait mis le doigt sur quelque chose que j'avais toujours refoulé. Le fait que j'avais pris cette décision seule, sans consulter Elisabeth, sans lui donner la possibilité de choisir. Le soir, je suis allé marcher. J'ai pris mon bâton, j'ai mis ma veste et je suis sorti. Il faisait froid, le vent soufflait fort. J'ai marché jusqu'au bout du chemin, là où il y a un petit bois de chêne. C'était un endroit qu'Elisabeth et moi, on aimait bien. On y allait souvent quand on était jeunes. On s'asseyait sur un vieux banc en pierre et on regardait le coucher de soleil. Le banc était toujours là, usé, recouvert de mousse. Je me suis assis. J'ai regardé le ciel. Il était gris, chargé de nuages. Pas de coucher de soleil aujourd'hui, juste du gris. J'ai pensé à Elisabeth, à ses yeux bleus, à son sourire, à sa voix douce. Je lui ai parlé, dans ma tête. Elisabeth, est-ce que tu m'en veux? Est-ce que tu m'aurais pardonné? Bien sûr, elle pouvait pas me répondre, mais j'avais besoin de lui poser la question. J'avais besoin de sentir sa présence. Je suis resté là un long moment. Le froid me pénétrait jusqu'aux os, mais je m'en fichais. J'avais besoin de réfléchir, de faire le point. Et puis j'ai entendu des pas derrière moi. Je me suis retourné. C'était Hugo. Il avait son sac à dos comme s'il venait d'arriver. « Grand-père, qu'est-ce que tu fais là? Il fait un froid de canard. » J'ai souri faiblement. Je réfléchis. Il s'est assis à côté de moi. À quoi? Je lui ai raconté ma conversation avec Sophie. Ses doutes, ses questions. Hugo a écouté attentivement. Puis il a dit « Tu sais, grand-père, je pense que Sophie a un peu raison, mais pas complètement. » J'ai froncé les sourcils. « Comment ça ?» Hugo a réfléchi un instant. « Oui, tu as décidé seul. Oui, tu aurais peut-être dû parler à grand-mère. Mais en même temps, tu étais dans une situation extrême. Tu avais une pression énorme. Et tu as fait ce que tu pensais être le mieux. Pour ta famille. Pour la ferme. C'était pas égoïste. C'était courageux. Ces mots m'ont réchauffé le cœur. Tu penses vraiment ça? Il a hoché la tête. Oui. Et tu sais quoi? Je pense que grand-mère l'aurait compris. Peut-être qu'elle aurait été en colère au début, mais au final, elle aurait compris. Parce qu'elle t'aimait. Et parce qu'elle savait que tu aimais cette ferme. Que tu aimais cette famille. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Merci, Hugo. Ça me fait du bien de l'entendre. Il m'a tapoté l'épaule. De rien, grand-père. Allez, viens, on va rentrer. Tu vas attraper froid. On est rentrés ensemble. Hugo m'a accompagné jusqu'à mon annexe. Avant de partir, il m'a dit « Au fait, je reste toute la semaine. J'ai pas cours. Je vais en profiter pour passer du temps avec toi, pour que tu me racontes d'autres histoires. » J'ai souri. « Avec plaisir, mon garçon. » Cette nuit-là, j'ai mieux dormi. Les mots d'Hugo m'avaient apaisé, mais je savais qu'il restait encore des zones d'ombre, des choses que j'avais pas dites, des secrets qui pesaient toujours sur ma conscience. Le mardi matin, Hugo est venu me chercher pour le petit déjeuner. On est allé dans la grande cuisine. Sophie avait préparé du café, des tartines, de la confiture maison. Philippe était déjà parti travailler. On s'est installés, Hugo et moi. Sophie nous a servi le café. Elle était un peu distante, encore gênée par notre conversation de la veille. Mais elle a fait un effort. « Bien dormi, papa Michel ?» J'ai acquiescé. « Oui, merci. » Hugo a attaqué ses tartines avec appétit. Entre deux bouchées, il m'a demandé « Grand-père, tu m'as parlé du médaillon hier, mais il y a d'autres choses, d'autres sacrifices que t'as fait ?» J'ai bu une gorgée de café. « Oui, il y en a eu d'autres. Beaucoup d'autres. » Sophie s'est assise avec nous. Elle écoutait. « Raconte-nous, » a dit Hugo. J'ai hésité, puis je me suis lancé. Vous savez, la vie d'agriculteur dans les années 60, 70, c'était dur, très dur. On travaillait du matin au soir, 7 jours sur 7. Les vacances, ça n'existait pas. Les congés, ça n'existait pas. On était liés à la terre, aux bêtes, aux saisons. Hugo écoutait, fasciné. Sophie aussi. J'ai continué. Quand Philippe est né, en 1969, j'avais 25 ans.
J'étais jeune, inexpérimenté. Mon père, Lucien, dirigeait encore la ferme. Moi, j'étais son ouvrier en quelque sorte. Il me donnait des ordres, je les exécutais. C'était comme ça. Elisabeth travaillait à la mairie, comme je vous l'ai dit. Elle ramenait un petit salaire, 300 francs par mois, je crois. C'était pas grand-chose, mais ça aidait. Surtout qu'on devait payer le loyer de la petite maison qu'on louait à l'époque, avant de revenir vivre à la ferme. Un jour, en 1972, Philippe avait 3 ans. Elisabeth est tombée malade. Une pneumonie. Elle a été hospitalisée à l'hôpital d'Aurillac pendant 3 semaines. À l'époque, l'assurance maladie remboursait pas tout. Il fallait payer une partie des frais, et on n'avait pas d'argent. Sophie a écarquillé les yeux. « Qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai soupiré. « J'ai vendu mes outils. » Hugo a froncé les sourcils. « Tes outils ?» J'ai hoché la tête. « Oui, j'avais une collection d'outils que mon grand-père m'avait légués. Des outils anciens, en bon état. Des rabots, des scies, des marteaux, des ciseaux à bois, des outils de menuisier. J'aimais travailler le bois, dans mes rares moments de libre. C'était mon passe-temps, ma passion. J'ai tout vendu à un brocanteur de Mauriac. Monsieur Vergne, il s'appelait. Il m'a donné 2000 francs pour le lot. C'était pas énorme, mais c'était suffisant pour payer les frais d'hôpital. Sophie avait les larmes aux yeux. « Papa Michel, tu as vendu ta passion pour soigner maman Elisabeth. » J'ai haussé les épaules. C'était ma femme, ma famille, c'était normal. Hugo a secoué la tête. Non, grand-père, c'était pas normal, c'était héroïque. J'ai souri tristement. Héroïque, je sais pas. Nécessaire, oui. J'ai repris. Le problème, c'est qu'après ça, j'ai plus jamais retravaillé le bois. Je pouvais plus. J'avais plus mes outils. Et je pouvais pas en racheter, on n'avait pas les moyens. Alors j'ai arrêté. J'ai enterré cette passion. Hugo a demandé « Et maman Elisabeth, elle savait que tu avais vendu tes outils ?» J'ai secoué la tête. Non, je lui ai dit qu'ils avaient été volés, pendant qu'elle était à l'hôpital. Elle m'a cru, elle était triste pour moi, mais bon, au moins, elle se sentait pas coupable. Sophie s'est levée brusquement. Elle s'est mise à faire la vaisselle, le dos tourné. Je voyais bien qu'elle pleurait. Hugo la regardait, puis me regardait. Il comprenait que toute ma vie, j'avais sacrifié des choses importantes, pour ma famille. Il y a eu autre chose, j'ai dit. Hugo s'est penché en avant. Quoi? J'ai pris une grande inspiration. En 1980, Philippe avait 11 ans. Il était bon élève, vraiment bon. Sa maîtresse nous a convoqués, Elisabeth et moi. Elle nous a dit que Philippe était surdoué, qu'il devrait aller dans un collège spécialisé à Clermont-Ferrand pour les enfants à haut potentiel, qu'il pourrait avoir un avenir brillant, ingénieur, médecin, peu importe. Philippe, mon fils, surdoué. Je voyais l'étonnement sur le visage d'Hugo. Sophie s'était retournée, elle écoutait maintenant. On était fiers, bien sûr, mais il y avait un problème. Le collège à Clermont, c'était cher. L'internat, les frais de scolarité, tout ça. Ça coûtait 5000 francs par an. On n'avait pas cet argent, pas du tout. Hugo a chuchoté « Qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai regardé mes mains. J'ai dit non. Le silence est tombé. Sophie a laissé tomber une assiette dans l'évier. Hugo me regardait, bouche bée. « Tu as dit non ?» J'ai hoché la tête. « Oui. J'ai dit à la maîtresse que c'était pas possible, qu'on pouvait pas se le permettre, que Philippe irait au collège normal, à Mauriac, qu'il s'en sortirait très bien comme ça. » Sophie s'est approchée de la table. « Mais Philippe sait ça ?» J'ai secoué la tête. « Non, on lui a jamais dit. On lui a dit que le collège à Clermont c'était trop loin, qu'on voulait pas qu'il soit en internat si jeune. Il a accepté. Il a pas insisté. » Hugo avait l'air choqué. « Grand-père, tu as privé ton fils d'une chance énorme. » J'ai senti la culpabilité m'envahir. « Je sais, mais qu'est-ce que je pouvais faire? On n'avait pas l'argent. J'aurais pu emprunter, oui, mais on avait déjà des dettes.
On ne pouvait pas en prendre plus. Sophie s'est assise lourdement. Mon Dieu, Philippe sait pas qu'il était surdoué. J'ai secoué la tête. Non, et je veux pas qu'il le sache. Ça lui ferait du mal. Il se demanderait ce qu'il aurait pu devenir. Et moi, je me sens déjà assez coupable comme ça. Hugo a dit doucement. Mais grand-père, tu pouvais pas faire autrement. J'ai haussé les épaules. Peut-être, mais des fois je me dis que si j'avais été plus courageux, plus ambitieux, j'aurais trouvé une solution. J'aurais emprunté, j'aurais vendu autre chose, je sais pas. Mais j'ai choisi la facilité, la sécurité. Et Philippe a payé le prix. Sophie a pris ma main. Papa Michel, tu as fait ce que tu pouvais. Dans les circonstances où tu étais, tu peux pas te reprocher ça. J'ai retiré ma main. Si, je peux. Parce que regardez Philippe maintenant. Il est agriculteur. C'est un bon agriculteur, certes. Mais il aurait pu être ingénieur, médecin, chercheur. Il aurait pu avoir une vie plus facile, plus confortable. Et c'est ma faute s'il n'a pas eu cette chance. Hugo a secoué la tête énergiquement. Non, grand-père. C'est pas ta faute. C'est la faute du système. C'est la faute d'une époque où les pauvres avaient pas accès à l'éducation. Mais c'est pas ta faute. J'ai voulu répondre, mais je pouvais pas. J'avais la gorge serrée. Les larmes coulaient sur mes joues. Sophie s'est levée. Elle m'a pris dans ses bras. Papa Michel, pleure pas. S'il te plaît. Hugo s'est levé aussi. Il m'a serré l'épaule. On est resté comme ça un moment. Moi, en larmes, eux, essayant de me consoler. Puis, j'ai entendu la porte s'ouvrir. Philippe entrait. Il avait oublié quelque chose, je crois. Il nous a vus tous les trois enlacés. Il a froncé les sourcils. Qu'est-ce qui se passe? Sophie a lâché mon épaule. Hugo a reculé. Moi, j'ai essuyé mes larmes. Philippe s'est approché. Papa, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? J'ai secoué la tête. C'est rien, mon garçon, c'est rien. Mais Sophie a dit, non, c'est pas rien. Philippe, assieds-toi. Ton père doit te dire quelque chose. Philippe m'a regardé, inquiet. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une grande inspiration. Je savais que je devais lui dire. Maintenant. Tout de suite. Même si ça faisait mal. Philippe, assieds-toi. Il s'est assis, méfiant. J'ai commencé. Quand tu avais 11 ans, ta maîtresse nous a convoqués, ta mère et moi. Elle nous a dit que tu étais surdoué, qu'il fallait que tu ailles dans un collège spécialisé à Clermont-Ferrand. Philippe a écarquillé les yeux. Quoi? J'ai continué, la voix tremblante. Elle disait que tu avais un potentiel exceptionnel, que tu pourrais devenir ingénieur, médecin, chercheur, que tu avais un avenir brillant devant toi. Philippe était figé. Il me regardait sans comprendre. Mais on ne pouvait pas se le permettre. Le collège, ça coûtait trop cher. Alors j'ai dit non. J'ai refusé. Et on t'a jamais dit la vérité. On t'a dit que c'était trop loin, que tu étais trop jeune pour l'internat. Tu es allé au collège de Mauriac. Et tu as jamais su. Philippe était pâle. Il ouvrait la bouche, la refermait. Il cherchait ses mots. Finalement, il a dit, d'une voix blanche, « Tu me dis que j'étais surdoué, que j'aurais pu avoir une autre vie. » J'ai hoché la tête, les larmes aux yeux. « Oui, et je suis désolé, tellement désolé. » Philippe s'est levé brusquement. Il a fait quelques pas vers la fenêtre. Il regardait dehors, le dos tourné. On attendait tous. Sophie, Hugo, moi. On attendait sa réaction. Et puis, il s'est retourné. Son visage était indéchiffrable. Il a dit lentement, « Toute ma vie, je me suis demandé pourquoi j'avais l'impression de ne pas être à ma place. Pourquoi je m'ennuyais à l'école. Pourquoi j'avais l'impression que je pourrais faire plus, mieux, différent. Et maintenant, je sais. » Il s'est approché de moi. J'ai cru qu'il allait me frapper, mais il a juste posé ses mains sur mes épaules. Il m'a regardé droit dans les yeux. « Papa, tu m'as volé mon avenir. » Ces mots m'ont transpercé comme une lame. J'ai fermé les yeux. « Je sais. » Philippe a continué, sa voix dure. « Tu as décidé pour moi, sans me demander mon avis, sans me donner la chance de choisir.
exactement comme tu l'as fait avec maman et son médaillon. J'ai ouvert les yeux. Philippe, Il m'a coupé. Non, papa. Laisse-moi finir. Toute ma vie, j'ai cru que j'étais pas assez intelligent, que j'étais juste bon à être agriculteur, comme toi, comme grand-père, que c'était ma place, mon destin. Et maintenant, tu me dis que c'était faux, que j'aurais pu être autre chose, quelqu'un d'autre. Les larmes coulaient sur mes joues. Je suis désolé, Philippe, tellement désolé. Il a lâché mes épaules. Il a reculé. Il respirait fort. Sophie a essayé de le calmer. Philippe, ton père a fait ce qu'il pouvait. Il n'avait pas le choix. Philippe s'est tourné vers elle. Si, il avait le choix. Il aurait pu emprunter, vendre des terres, faire des sacrifices. Mais il l'a pas fait. Il a préféré la facilité. Je me suis levé, chancelant. La facilité? Philippe, tu sais ce que c'était notre vie? On se battait pour survivre. Chaque jour, chaque mois. J'ai vendu le médaillon de ta mère. J'ai vendu mes outils. J'ai sacrifié mes rêves. Et tu penses que j'ai choisi la facilité? Philippe a crié pour la première fois. Oui, parce que tu m'as sacrifié, moi. Tu as sacrifié mon avenir pour sauver une ferme, une putain de ferme. Le silence est tombé. Hugo était figé. Sophie avait une main sur sa bouche. J'ai regardé mon fils que j'aimais plus que tout, mon fils qui me haïssait maintenant. Et j'ai compris que j'avais tout détruit, que ma confession, au lieu de nous rapprocher, nous avait éloignés, peut-être définitivement. Philippe a pris sa veste. Je peux pas rester là, j'ai besoin d'air. Il est sorti en claquant la porte. Sophie a couru derrière lui. Philippe, attends. Mais il était déjà parti. Hugo et moi, on est restés seuls dans la cuisine. Le silence était pesant. Hugo a fini par dire « Grand-père, il va se calmer, il a juste besoin de temps. » J'ai secoué la tête. « Non, Hugo, il a raison. J'ai tout gâché. » Hugo a essayé de me consoler, mais je l'écoutais plus. J'ai pris mon manteau. Je vais marcher un peu. Il a voulu m'accompagner, mais j'ai refusé. Non, j'ai besoin d'être seul. Je suis sorti. Le vent soufflait encore. J'ai marché sans but. J'ai traversé les champs, longé les haies, franchi les barrières. Je marchais pour échapper à cette douleur, à cette culpabilité. Au bout d'un moment, je me suis retrouvé devant le cimetière, le petit cimetière de notre hameau. J'ai poussé la grille. Je suis allé jusqu'à la tombe d'Élisabeth, une simple pierre grise avec son nom gravé. Élisabeth Fournier, née Durand, 1945-2015. Je me suis agenouillé. J'ai posé ma main sur la pierre froide. Élisabeth, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout détruit. Philippe me déteste. Sophie me juge. Et toi, tu es pas là pour me dire quoi faire. Je suis resté là un long moment, agenouillé devant sa tombe, à pleurer, à me sentir misérable. Et puis, j'ai entendu des pas derrière moi. Je me suis retourné. C'était Philippe. Il avait les yeux rouges. Il avait pleuré, lui aussi. Il s'est approché. Il s'est agenouillé à côté de moi. On est resté côte à côte, en silence, devant la tombe d'Élisabeth. Puis Philippe a dit d'une voix brisée, « Papa, je suis désolé, j'aurais pas dû dire ça. J'aurais pas dû te crier dessus. » J'ai secoué la tête. « Non, tu avais le droit. J'ai mérité. » Philippe a pris ma main. « Non, papa, tu méritais pas ça. Tu as fait ce que tu as pu, dans un monde injuste, dans des circonstances impossibles. Et moi, je t'en veux pas. Pas vraiment. Je suis juste triste. Triste de ce qui aurait pu être. » J'ai serré sa main. « Moi aussi, mon garçon. Moi aussi. » On est restés là, à pleurer ensemble, père et fils, liés par l'amour et la douleur. Finalement, Philippe a dit, « Tu sais, papa, j'ai une vie, une bonne vie. J'ai Sophie, j'ai Hugo, j'ai la ferme. Je suis pas malheureux. Alors oui, peut-être que j'aurais pu être ingénieur, mais peut-être que j'aurais été malheureux. On le saura jamais. » Ces mots m'ont apaisé un peu. « Tu le penses vraiment ?» Il a hoché la tête. « Oui. Et puis, tu sais quoi?
Si j'avais été ingénieur, j'aurais peut-être jamais repris la ferme. Et cette ferme, elle existe toujours grâce à toi, grâce à tes sacrifices. Alors merci, papa. Merci d'avoir tout donné pour nous. J'ai pleuré de nouveau, mais cette fois, c'était des larmes de soulagement, de gratitude. Philippe m'a serré dans ses bras. On est resté enlacés un long moment, puis on est rentrés ensemble. Sophie nous attendait à la maison, inquiète. Quand elle nous a vus arriver, main dans la main, elle a souri à travers ses larmes. Hugo était là aussi. On s'est tous retrouvés dans la cuisine. On a parlé, vraiment parlé, de tout, de mes sacrifices, de mes regrets, de mes choix. Ils m'ont écouté sans me juger, ils m'ont compris. Et ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que j'avais une famille, une vraie famille, qui me respectait, qui m'aimait, malgré mes erreurs, malgré mes fautes. Mais je savais qu'il restait encore une chose à faire. Une dernière chose. Quelque chose que j'avais gardé secret pendant encore plus longtemps que le médaillon. Quelque chose qui concernait mon propre père, Lucien. Et cette révélation allait être encore plus difficile. Les jours qui ont suivi ont été étranges. Philippe et moi, on marchait sur des œufs. On se parlait, oui, mais avec une certaine retenue. Comme si on avait peur de rouvrir les blessures. Sophie était plus attentive que jamais. Elle me préparait mes plats préférés. Elle venait discuter avec moi tous les après-midi. Hugo, lui, passait tout son temps libre avec moi. Il voulait tout savoir. Mon enfance, mes premiers amours, mes rêves de jeunesse. C'était touchant, vraiment touchant. Mais malgré cette nouvelle proximité, je sentais qu'il manquait quelque chose. Qu'il y avait encore une barrière entre nous. Parce que j'avais pas tout dit. Il restait un secret, le plus lourd, le plus douloureux, celui concernant mon père, Lucien Fournier. Et je savais que tant que je le garderais, je serais jamais vraiment libre. C'était un jeudi soir, une semaine après ma révélation sur le collège de Philippe. On était tous réunis dans la grande cuisine pour le dîner. Philippe avait ouvert une bouteille de vin de Cahors, un bon cru. On mangeait une potée auvergnate que Sophie avait mijotée toute l'après-midi. L'ambiance était presque détendue, presque normale. Hugo racontait une anecdote sur ses cours d'ingénieur, un professeur excentrique qui donnait des exercices impossibles. Philippe riait, Sophie souriait. Moi j'écoutais, mais j'étais ailleurs. Dans ma tête, je me battais avec moi-même. Est-ce que je devais leur dire? Est-ce que c'était le bon moment? Est-ce que j'avais le droit de détruire l'image qu'ils avaient de leur grand-père? À un moment, Hugo s'est tourné vers moi. « Grand-père, ça va? Tu manges pas beaucoup. » J'ai regardé mon assiette. C'était vrai. J'avais à peine touché à la potée. « Oui, ça va. Je réfléchis. C'est tout. » Philippe a froncé les sourcils. « À quoi ?» J'ai posé ma fourchette. J'ai pris une grande inspiration. « À votre grand-père. » Lucien. Le silence s'est installé. Sophie a arrêté de mâcher. Hugo a levé les yeux. Philippe a dit doucement « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai regardé mes mains, mes vieilles mains tremblantes. Il y a quelque chose que je vous ai jamais dit. Sur mon père, sur les vraies raisons de sa mort. Philippe s'est redressé. Quoi? Il est mort d'un cancer du poumon. On le sait. J'ai secoué la tête lentement. Oui, il avait un cancer, mais c'est pas le cancer qui l'a tué. Le silence était maintenant total. On entendait juste le tic-tac de l'horloge. Hugo a chuchoté. Comment ça? J'ai fermé les yeux. Les souvenirs remontaient. Douloureux, brûlants. En 1976, l'année après l'histoire du médaillon, mon père allait très mal. Le cancer avait progressé. Il avait des métastases partout. Dans les os, dans le foie. Il souffrait énormément. La morphine le soulageait plus. Il passait ses journées à gémir, à pleurer. C'était insupportable, pour lui et pour nous. Sophie avait une main sur sa bouche. Philippe était pâle. Hugo écoutait, figé. J'ai continué. Un soir, il m'a appelé dans sa chambre. Il pouvait à peine parler, mais il a réussi à me dire ce qu'il voulait. Il m'a dit « Michel, je peux plus, j'en peux plus. Aide-moi.
S'il te plaît, aide-moi à partir. » Ma voix s'est brisée. Il me demandait de le tuer. Philippe a lâché son verre de vin. Le liquide rouge s'est répandu sur la nappe. Personne n'a bougé. Sophie pleurait silencieusement. Hugo me regardait avec des yeux énormes. J'ai dit non. Bien sûr que j'ai dit non. Je pouvais pas faire ça. C'était mon père. Et puis, c'était illégal. C'était un meurtre. Alors j'ai refusé. Je lui ai dit qu'il devait tenir bon, que les médecins allaient trouver une solution, que ça allait s'améliorer. Mais on savait tous les deux que c'était des mensonges. J'ai ouvert les yeux. J'ai regardé Philippe. Pendant 2 semaines, il a continué à souffrir, à hurler la nuit, à supplier qu'on le laisse mourir. Ta mère, Elisabeth, elle pleurait tout le temps. Elle supportait plus de le voir comme ça. Moi non plus. Mais je savais pas quoi faire. Philippe a chuchoté. « Papa, qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai pris une gorgée d'eau. Ma gorge était sèche comme du papier de verre. Un soir, le 15 novembre 1976, j'étais seul avec lui. Elisabeth était allée coucher. « Philippe, tu avais 7 ans à l'époque. » Mon père était dans son lit, conscient mais à peine. Il me regardait avec des yeux suppliants. Il a murmuré encore une fois. « Aide-moi, mon fils, je t'en supplie. » Les larmes coulaient sur mes joues maintenant. Et j'ai craqué. J'en pouvais plus de le voir souffrir. J'en pouvais plus de me sentir impuissant. Alors j'ai pris son oreiller et je l'ai posé sur son visage. Sophie a étouffé un cri. Hugo a reculé sa chaise. Philippe était blanc comme un linge. « Papa, non. » J'ai continué, ma voix à peine audible. Je l'ai maintenu là, doucement, fermement. Il s'est débattu un peu par réflexe, je pense. Mais il était tellement faible. Ça a duré peut-être 2 minutes, peut-être 3, je sais plus. Et puis, il a arrêté de bouger. J'ai enlevé l'oreiller. Il était mort. Le silence qui a suivi était insupportable. Personne ne bougeait. Personne ne parlait. Ils me regardaient tous comme si j'étais devenu un étranger, un monstre. J'ai appelé le médecin. J'ai repris. Docteur Barbier. Il est venu 1 heure après. Il a constaté le décès. Arrêt cardiaque, il a dit. Lié au cancer. Il a signé le certificat de décès. Personne n'a posé de questions. Personne n'a jamais su, sauf moi. Philippe s'est levé brusquement. Il a fait quelques pas, puis s'est arrêté, le dos tourné. Sophie pleurait franchement maintenant. Hugo me regardait avec une expression que je comprenais pas. De la peur, du dégoût, de la pitié. Pendant 49 ans, j'ai dit, j'ai porté ce secret, ce poids, cette culpabilité. Chaque fois que je passais devant sa tombe, je me disais que j'étais un meurtrier, que j'avais tué mon propre père, même si c'était pour abréger ses souffrances, même si c'était ce qu'il voulait, ça restait un meurtre. Philippe s'est retourné. Son visage était mouillé de larmes. « Papa, tu aurais dû nous le dire. » J'ai secoué la tête. Comment je pouvais vous dire ça? Comment je pouvais vous dire que j'avais tué votre grand-père? Hugo a pris la parole pour la première fois. Sa voix tremblait. Mais il te l'avait demandé. Il souffrait. Tu l'as aidé. C'est pas un meurtre, c'est de l'euthanasie. J'ai haussé les épaules. En 1976, ça s'appelait pas euthanasie. Ça s'appelait homicide volontaire. Si quelqu'un l'avait su, j'aurais été en prison. Votre mère aurait été déshonorée. Philippe aurait grandi sans père. Sophie s'est levée. Elle s'est approchée de moi. Elle a posé une main sur mon épaule. « Papa Michel, tu as fait ce que tu pensais être juste dans une situation impossible. » J'ai levé les yeux vers elle. « Tu me détestes pas ?» Elle a secoué la tête. « Non, je te déteste pas. Je suis juste bouleversé. » Philippe est revenu s'asseoir. Il a pris ma main. « Papa, je comprends. Je comprends pourquoi tu l'as fait. Et je comprends pourquoi tu nous l'as jamais dit. Mais maintenant que tu nous l'as dit, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai haussé les épaules. « Rien. Qu'est-ce qui pourrait se passer? C'est du passé. Un passé lointain. Mais je voulais que vous sachiez qui je suis vraiment. Pas juste le vieux qu'on oublie à table.
mais un homme qui a fait des choix difficiles, des choix parfois terribles. Hugo a dit lentement, « Grand-père, tu es pas un monstre, tu es quelqu'un qui a vécu une vie compliquée, une vie de sacrifice, une vie de douleur, mais aussi une vie de courage, parce que faire ce que tu as fait pour grand-père Lucien, ça demandait du courage, un courage immense. » Ces mots m'ont touché, plus que je pensais. « Merci Hugo, merci de dire ça. » Philippe a ajouté, « Papa, tu as porté tellement de poids tout seul, le médaillon, mes études, grand-père, tout ça, tu l'as gardé en toi pendant des décennies. Comment tu as fait? Comment tu as pu vivre avec ça ?» J'ai souri tristement. Je vivais pas, Philippe. Je survivais. Je me levais le matin, je travaillais, je m'occupais de vous, je me couchais le soir. Et je recommençais le lendemain. C'était mécanique, automatique. Je pensais pas trop. Parce que si je pensais, je devenais fou. Sophie a essuyé ses larmes. Et maintenant que tu nous l'as dit, tu te sens mieux. J'ai réfléchi. Je sais pas, c'est trop tôt. Mais au moins, je me sens plus seul. J'ai partagé mes secrets, mes fardeaux. Et vous êtes toujours là, vous me jugez pas. Enfin, j'espère. Philippe a serré ma main plus fort. On te juge pas, papa. On essaie juste de comprendre. Hugo a ajouté, et on t'aime, malgré tout, à cause de tout. On est resté longtemps autour de cette table. La potée avait refroidi depuis longtemps. Le vin était tiède, mais personne s'en fichait. On parlait, on pleurait, on se consolait. On était une famille, une vraie famille. Avec ses secrets, ses blessures, mais aussi avec son amour. Plus tard dans la soirée, après qu'Hugo et Sophie soient allés se coucher, Philippe est resté avec moi. On s'est installé dans le salon, avec un verre de cognac chacun. On regardait les braises dans la cheminée. Philippe a rompu le silence. « Papa, je veux te demander quelque chose. » J'ai hoché la tête. « Vas-y. » Il a hésité. « Tu regrettes le médaillon, mes études, grand-père? Tu regrettes les choix que tu as faits? » J'ai regardé les flammes. « Oui et non. Je regrette d'avoir fait souffrir les gens que j'aimais. Ta mère avec le médaillon, toi avec tes études, mais en même temps, ces choix, ils ont permis à notre famille de survivre, à la ferme d'exister. Et sans cette ferme, tu serais pas là. Hugo serait pas là. Alors non, je regrette pas complètement. » Philippe a bu une gorgée de cognac. Et pour grand-père Lucien, j'ai fermé les yeux. Ça c'est différent, ça je regrette chaque jour. Parce que j'ai pris une vie, même si c'était pour abréger ses souffrances, même si c'était ce qu'il voulait, j'ai pris une décision qui m'appartenait pas. J'ai joué à Dieu. Et ça, c'est impardonnable. Philippe a posé son verre. « Papa, regarde-moi. » J'ai ouvert les yeux. Il avait les larmes aux yeux. « Tu as pas joué à Dieu. Tu as été un fils aimant. Un fils qui a eu le courage de faire ce que personne d'autre aurait pu faire. Et moi, je suis fier de toi, fier de ton courage. » Ces mots ont brisé quelque chose en moi. J'ai pleuré, vraiment pleuré. Des sanglots profonds, libérateurs. Philippe m'a pris dans ses bras. On est resté comme ça longtemps, père et fils, unis dans la douleur et dans l'amour. Quand je me suis calmé, Philippe m'a dit « Papa, maintenant que tu nous as tout dit, qu'est-ce que tu veux faire ?» J'ai essuyé mes larmes. « Comment ça ?» Il a souri doucement. « Je veux dire, maintenant que tu t'es libéré de tes secrets, qu'est-ce que tu veux pour le reste de ta vie ?» J'ai réfléchi. C'était une bonne question. Qu'est-ce que je voulais ? Je veux vivre, Philippe, vraiment vivre, pas juste survivre. Je veux parler, rire, partager. Je veux être présent, pas invisible. Je veux compter. Philippe a hoché la tête. Alors c'est ce qu'on va faire. À partir de maintenant, tu seras plus jamais invisible, plus jamais oublié. Je te le promets. Le lendemain matin, Philippe a réuni toute la famille dans la cuisine. Il avait quelque chose à nous annoncer. On s'est tous assis, curieux. Philippe était debout près de la fenêtre. Il avait l'air nerveux.
J'ai réfléchi toute la nuit. Il a commencé. À ce que papa nous a dit. À sa vie. À ses sacrifices. Et j'ai décidé quelque chose. Il nous a regardés tous les trois. À partir d'aujourd'hui, papa va être impliqué dans toutes les décisions concernant la ferme et concernant notre famille. Il sera plus une présence silencieuse. Il sera un membre actif, un conseiller, un patriarche. Sophie a souri. Je suis d'accord. Hugo a applaudi. Moi aussi. Philippe a continué. Et puis, j'ai une autre idée. Il s'est tourné vers moi. Papa, tu m'as dit que tu aimais travailler le bois, que c'était ta passion. Eh bien, je vais te racheter des outils, les meilleurs outils. Et tu vas pouvoir reprendre ton hobby. J'étais sans voix. Philippe, il a levé la main. Non, papa, laisse-moi finir. Tu as sacrifié ta passion pour nous. Maintenant, c'est à notre tour de te donner quelque chose, de te rendre un peu de ce que tu nous as donné. Les larmes me montaient aux yeux encore. Merci, mon garçon. Merci. Hugo a ajouté, et moi, grand-père, je veux que tu me racontes toute ta vie, en détail, et je vais l'écrire, pour que ça se perde pas, pour que les générations futures sachent qui tu étais, qui tu es. Sophie a dit, et moi, papa Michel, je veux que tu saches que tu es pas un fardeau. Tu es un trésor. Notre trésor. J'ai pleuré. Encore. Mais cette fois, c'était des larmes de bonheur. Dans les semaines qui ont suivi, tout a changé. Philippe m'a acheté une panoplie complète d'outils de menuiserie. Des rabots, des ciseaux, des scies, tout. Il a même aménagé un petit atelier pour moi dans une ancienne remise. J'ai recommencé à travailler le bois. J'ai fabriqué des petits meubles, des jouets pour les enfants du village, des cadres pour des photos. C'était merveilleux. J'avais retrouvé ma passion. Hugo, lui, venait me voir chaque week-end. Il enregistrait mes histoires avec son téléphone. Il prenait des notes. Il posait des questions précises. Il voulait tout savoir. Mon enfance pendant la guerre, mes premiers amours, ma vie avec Elisabeth, mes années de labeur à la ferme. Je racontais tout. Et ça faisait du bien. Vraiment du bien. Philippe m'a aussi impliqué dans la gestion de la ferme. Il me demandait mon avis sur tout. Les achats de matériel, les ventes de bêtes, les investissements. Au début, j'étais réticent. J'avais peur de dire des bêtises. Mais Philippe insistait. « Papa, tu as 60 ans d'expérience. Tes conseils sont précieux. » Alors j'ai recommencé à donner mon avis. Et souvent, Philippe suivait mes recommandations. Sophie, elle, a changé sa façon de me parler. Plus de « il » ou « lui » en parlant de moi. Elle s'adressait directement à moi. « Michel, qu'est-ce que tu en penses ? Michel, tu veux venir avec nous ?» C'était des petites choses, mais ça changeait tout. Je me sentais respecté, considéré. Au repas dominicaux, l'ambiance était différente. On parlait tous ensemble. On riait, on débattait. Je participais activement. Je racontais des anecdotes. Je donnais mon avis sur l'actualité. Je posais des questions à Hugo sur ses études. J'étais redevenu quelqu'un. Un dimanche, environ 2 mois après ma grande confession, on était tous réunis à table. Sophie avait préparé un gigot d'agneau avec des flageolets. On mangeait tranquillement quand Hugo a dit « Grand-père, j'ai terminé de rédiger ton histoire. Enfin, la première version. Tu veux la lire ?» J'ai posé ma fourchette. « Tu l'as déjà écrite ?» Il a souri. « Oui, 150 pages. De ta naissance à aujourd'hui. Tout est secret, tout est sacrifice. Tout. » Philippe a demandé « On peut la lire ?» Hugo a hoché la tête. « Bien sûr, c'est pour vous aussi. » Le soir même, Hugo nous a donné des copies de son manuscrit. Je me suis installé dans mon fauteuil, dans mon annexe, et j'ai commencé à lire. C'était étrange de voir ma vie racontée par quelqu'un d'autre. Mais Hugo avait bien travaillé. Il avait capturé l'essence de mes expériences, mes émotions, mes regrets. En lisant, je revivais tout. Les moments de joie, les moments de douleur, les moments de doute. Quand j'ai eu fini, il était 3 heures du matin. J'ai posé le manuscrit sur la table. J'ai regardé par la fenêtre. La nuit était claire.
pleine d'étoiles, et je me suis senti en paix, pour la première fois depuis très, très longtemps. Le lendemain, on s'est tous retrouvés pour en discuter. Philippe avait pleuré en lisant, Sophie aussi. Hugo était fier de son travail. « Alors, qu'est-ce que vous en pensez ?» j'ai demandé. Philippe a dit, « Papa, c'est magnifique. Ton histoire mérite d'être connue. » Sophie a ajouté, « C'est tellement émouvant, tellement humain. » Hugo a proposé, « Grand-père, si tu es d'accord, j'aimerais publier ce texte, pas pour faire de l'argent, mais pour que d'autres gens le lisent, pour que d'autres familles comprennent l'importance de respecter leurs aînés, de les écouter, de les valoriser. » J'ai réfléchi. L'idée de rendre ma vie publique me faisait un peu peur. Mais en même temps, si ça pouvait aider d'autres personnes, pourquoi pas? D'accord, Hugo, publie-le, mais change les noms. Je veux pas qu'on nous reconnaisse. Hugo a souri. Promis. Quelques mois plus tard, le livre était publié. Hugo l'avait fait éditer par une petite maison d'édition régionale. Il s'appelait L'Homme Invisible. Ça a eu un petit succès. Des journaux locaux en ont parlé. Des lecteurs ont écrit des lettres émouvantes à l'éditeur. Des gens se reconnaissaient dans mon histoire. Des vieux qui se sentaient oubliés. Des familles qui prenaient conscience de leur manque de respect envers leurs aînés. Un jour, une dame de Clermont-Ferrand a écrit une longue lettre. Elle racontait qu'après avoir lu le livre, elle avait invité son père, qu'elle négligeait depuis des années, à vivre avec elle. Qu'elle l'écoutait maintenant. Qu'elle avait découvert un homme fascinant derrière le vieil homme fatigué. Cette lettre m'a profondément touché. J'avais l'impression que mes souffrances avaient servi à quelque chose, qu'elles avaient un sens. Aujourd'hui, j'ai 82 ans, 1 an de plus qu'au moment de ma grande confession. Ma vie a changé du tout au tout. Je suis plus invisible. Je suis écouté, respecté, aimé. Philippe me demande mon avis tous les jours. Sophie me traite comme un égal. Hugo vient me voir régulièrement. On parle de tout et de rien. J'ai même recommencé à sortir un peu. Philippe m'emmène au marché le samedi matin. On discute avec les commerçants. On boit un café à la terrasse du bistrot. Les gens me saluent, me demandent de mes nouvelles. Je suis redevenu quelqu'un dans le village. Mon atelier de menuiserie est devenu mon refuge. Je passe mes après-midi à raboter, scier, polir. J'ai même vendu quelques créations à des voisins. Rien de fou, des petites choses, mais ça me fait plaisir. Ça me donne un but. Le dimanche dernier, on était encore réunis à table. Philippe, Sophie, Hugo et moi. Sophie avait préparé un bœuf bourguignon. On mangeait tranquillement, on parlait de la ferme, des études d'Hugo, de l'actualité. Et à un moment, Philippe s'est arrêté de manger. Il m'a regardé avec un sourire. « Papa, tu te souviens du dimanche où tu nous as posé cette question? Est-ce que l'un de vous se souvient de la première fois où j'ai eu honte de moi ?» J'ai souri. « Comment je pourrais oublier ?» Philippe a continué. « Eh bien, je veux te dire quelque chose. Ce jour-là, tu m'as ouvert les yeux. Tu m'as fait réaliser à quel point j'avais été aveugle, à quel point on t'avait tous négligé. Et je t'en serai éternellement reconnaissant. » Sophie a ajouté, « Moi aussi, Papa Michel. Tu nous as appris une leçon importante, le respect, l'écoute, l'amour. » Hugo a levé son verre. « À grand-père Michel, l'homme qui a trouvé sa voie. » On a tous trinqué, et j'ai senti mon cœur se gonfler de bonheur. Mais je voulais dire quelque chose moi aussi. J'ai toussé pour attirer leur attention. Moi aussi, je veux vous dire quelque chose. Ils m'ont tous regardé, attentif. Ce que j'ai vécu, ce sentiment d'invisibilité, c'était douloureux. Très douloureux. Mais en même temps, ça m'a appris quelque chose. Ça m'a appris que parfois, il faut oser parler. Oser dire la vérité. Même quand c'est difficile. Même quand ça fait mal. Parce que le silence, c'est pire que tout. Le silence, ça tue à petit feu. Philippe a hoché la tête. « Tu as raison, papa. » J'ai continué. « Et je veux que vous sachiez que je vous en veux pas. Pour rien. Vous avez fait ce que vous pouviez. Vous étiez occupé, stressé, fatigué.
Vous pensiez bien faire. Mais maintenant que vous savez, maintenant que vous avez changé, je suis le plus heureux des hommes. » Sophie pleurait doucement. Hugo avait les yeux brillants. Philippe s'est levé. Il est venu m'embrasser. « Merci papa. Merci pour tout. » On s'est tous enlacés. Une dernière fois. Dans cette cuisine où tout avait commencé. Ce soir-là, quand je suis rentré dans mon annexe, j'ai eu l'impression de refermer un chapitre de ma vie. Le chapitre de la solitude, de l'invisibilité, du silence, et d'en ouvrir un nouveau. Le chapitre de la parole, de la présence, de l'amour. Je me suis assis dans mon fauteuil. J'ai regardé les photos sur mon étagère. Elisabeth, souriante. Philippe, enfant. Hugo, bébé. Ma famille. J'ai pensé à tous les sacrifices que j'avais faits. Le médaillon, les outils, les études de Philippe, mon père Lucien. Tous ces choix douloureux. Toutes ces blessures. Et j'ai réalisé quelque chose. Ces sacrifices, ils m'avaient pas détruit. Ils m'avaient construit. Ils avaient fait de moi l'homme que j'étais. Un homme imparfait, certes, un homme qui avait fait des erreurs, mais aussi un homme qui avait aimé, qui avait donné, qui avait protégé sa famille coûte que coûte. Et maintenant que j'avais partagé ses secrets, que j'avais libéré ma voix, j'étais enfin en paix. Pas une paix parfaite. J'avais encore des regrets, des doutes, mais une paix suffisante pour vivre mes dernières années dans la dignité et le respect. J'ai pensé à tous ces vieux qu'on oublie, ces grands-parents qu'on parque dans des maisons de retraite, ces aînés qu'on traite comme des meubles, et je me suis dit que mon histoire, si elle pouvait changer, ne serait-ce qu'une seule famille, aurait valu la peine d'être racontée. Alors aujourd'hui, je vous pose la question à vous qui m'avez écouté jusqu'au bout. Est-ce que vous avez un aîné dans votre vie, un parent, un grand-parent, un voisin, quelqu'un qui vit dans l'ombre, qu'on oublie, qu'on néglige? Si oui, allez lui parler, écoutez-le, demandez-lui son histoire, ses regrets, ses joies, ses secrets. Vous serez surpris de ce que vous découvrirez, parce que derrière chaque vieux visage ridé, il y a une vie, une histoire, des sacrifices, de l'amour. Ne faites pas l'erreur que ma famille a faite pendant des années. Ne laissez pas vos aînés devenir invisibles. Donnez-leur une voix, donnez-leur une place, donnez-leur l'amour qu'ils méritent. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci d'avoir écouté mon histoire. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura touché, qu'elle vous aura fait réfléchir, et surtout, j'espère qu'elle vous aura donné envie d'agir. Parce qu'au final, c'est ça qui compte. Pas les regrets du passé, mais les actions du présent et l'amour qu'on partage. Alors allez-y, parlez à vos aînés, écoutez-les, aimez-les, avant qu'il ne soit trop tard. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'ai bien fait de parler? Est-ce que j'ai bien fait de révéler mes secrets? Ou est-ce que j'aurais dû les garder pour moi? Dites-le moi dans les commentaires, votre avis compte pour moi. Merci encore, et prenez soin de ceux que vous aimez, tous, même les vieux. Surtout les vieux. Au revoir.